Bienvenue sur la TFM et bienvenue à votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui Monsieur Souleymane Niang. Souleymane Niang est vice-président exécutif de SMA Solar Technologies, spécialisé en énergie solaire et photovoltaïque, une entreprise établie en Allemagne. Monsieur Niang, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de plus en plus de l'enjeu de l'énergie solaire. Pourquoi? Merci Monsieur Diop. L'enjeu de l'énergie solaire, pourquoi? Parce que l'énergie solaire est devenue aujourd'hui une énergie qui sert à développer, à trouver des solutions à des crises énergétiques partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est l'énergie la mieux adaptée aux besoins qui se posent surtout en Afrique. C'est une énergie par essence abondante, c'est une énergie qui est produite là où on en a besoin de plus. Mais ce qui est plus important, c'est que durant ces dernières années, cette technologie a connu une certaine maturité et aussi a connu une baisse substantielle des prix qui permettent aujourd'hui une démocratisation de la production énergétique par voie solaire. Si vous prenez les prix d'il y a quelques années, en 2006, une installation photovoltaïque de 10 kW en Allemagne coûtait 6 000 € pour quelqu'un qui investissait. Aujourd'hui, le kilowatt. Aujourd'hui, le prix est à peu près à 1 100 €. Donc, une chute vertigineuse et substantielle. Chez nous, nous vivons une crise énergétique qui n'est pas encore terminée. Nous avons devant nous un continent en croissance. Nous avons devant nous un continent qui est le continent de l'avenir. C'est la dernière poche ou un espace de croissance dans le monde. Les 7 pays qui ont la croissance la plus accélérée à travers le monde parmi les top 10 se trouvent en Afrique. En 2030, nous aurons en Afrique la plus grande population en âge de travailler dans le monde. L'âge moyen en Afrique aujourd'hui est en dessous de 20 ans. En Europe, la population est âgée, plus de 45 ans. En Chine, plus de 35 ans. Donc, nous avons un continent qui est le continent de l'avenir. Et pour que ce continent puisse prendre son destin en main, il a besoin d'infrastructures. Il n'a pas seulement besoin de routes qui conduisent les gens de A vers B, mais il a besoin d'infrastructures substantielles, 5 infrastructures. La première infrastructure sans laquelle il n'y aura pas de développement, c'est le réseau énergétique. Le réseau énergétique, c'est le premier réseau. Le deuxième réseau, c'est le réseau du savoir et des connaissances, de la formation et de l'éducation. Le troisième réseau important, c'est l'acquisition et la diffusion de l'eau à travers les pays. Le quatrième réseau, c'est le réseau des technologies, de l'information et de la communication. Donc si vous prenez tous ces réseaux, ils sont des réseaux qui permettent le développement. Et l'un des réseaux les plus importants, c'est le réseau énergétique. Le réseau énergétique, il est le facteur minimum dont on a besoin pour se développer. C'est comme si vous prenez cette plante, elle a besoin de soleil, elle a besoin d'engrais, elle a besoin pour se développer de facteurs, de différents facteurs. Mais si il y a un facteur minimum qui n'est pas là, la plante cesse de se développer. Donc si l'énergie n'est pas là, l'Afrique ne peut pas se développer. Et pourquoi le solaire? Parce que le solaire ou le solaire photovoltaïque est la source d'énergie qui est par essence décentrale. Elle est là où on en a besoin. Vous avez aussi aujourd'hui une structure de production électrique
qui est centrale, qui est vieille, qui est fossile, qui coûte cher, qui pollue. Vous avez de l'autre côté la possibilité de choisir un modèle énergétique qui est décentralisé, qui est propre, qui est abondant. Donc c'est parmi ce choix-là qu'il faut faire. Mais c'est la question qu'on se pose beaucoup de Sénégalais. Le Sénégal a traversé il y a quelques années une crise énergétique énorme, un déficit où il y avait un problème d'électricité. On dit qu'en Afrique, dans nos pays, on a 365 jours soleil. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne s'oriente pas vers l'énergie photovoltaïque et solaire? C'est une question, pour dire terre à terre, à 1000 balles. C'est une question à répondre parce que les Africains doivent trouver une réponse claire à ça. Si nous voulons nous développer, nous devons rapidement trouver une réponse à cette question. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation où la technologie n'est pas encore mûre. La technologie, elle est mûre. La puissance installée en solaire photovoltaïque à travers le monde cumulée est de 140 gigawatts. Donc, c'est énorme. Cette technologie a connu une certaine maturité. Les prix ont baissé. Pourquoi les Africains ne s'approprient pas cette technologie? C'est peut-être dû à un manque d'information, à un accès à la bonne information. J'entends souvent dire, surtout ici, quand je suis là, que c'est une énergie volatile, qu'elle est très chère, que c'est pour les villageois, etc., etc. Ce sont des arguments qui, il y a 30 ans, avaient peut-être une certaine valeur, mais aujourd'hui qui sont dépassés. Sur le côté volatilité, par essence, le soleil est volatile, il ne brille pas toujours. La nuit, il n'y a pas de soleil. Le vent, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Souvent, il n'y a pas de vent, souvent, il y a vent. Naturellement, on ne peut pas construire un système énergétique foncièrement aujourd'hui à 100% renouvelable. Mais à 100% renouvelable, c'est possible. Cela dépend de l'axe et de la vision que l'on se donne pour y arriver. La volatilité, le soleil ne brille pas, mais aujourd'hui, les technologies nous permettent de savoir s'il y aura des nuages dans 3 heures ou dans 4 heures. Donc on peut prévoir ça, on peut l'intégrer dans les systèmes qu'on a. Le stockage, le soir, on n'a pas besoin, il n'y a pas de soleil, on aura besoin de l'énergie. Il y a des systèmes de stockage, ils sont actuellement chers, ça il faut le reconnaître. Mais si nous voyons le futur, si nous voyons les effets d'échelle qui se trouvent aujourd'hui, qui sont en place, ce sont des prix qui vont baisser. Ça, c'est donc. Deuxièmement, il faut aussi se départir d'une certaine idée que c'est soit le solaire, c'est soit l'éolien, c'est soit la production au diesel, c'est soit ceci ou cela. Il faut penser en système hybride, un système qui combine de façon intelligente ces sources d'énergie et sous nos tropiques, une combinaison ne peut pas se faire sans le solaire. Mais le gouvernement parle de mix énergie. Dans ce mix énergie, il n'y a que 20% pour les énergies renouvelables. L'argument qui a été avancé par le ministère de l'Énergie, c'est de dire aujourd'hui qu'il y a un problème de générateur que ça va poser si on se s'oriente vers cette énergie-là, ou stocker, et que c'est des choses qui sont volatiles, comme ils l'ont donné comme argument. Je n'ai pas une idée assez précise de ce qu'ils disent de générateurs. Il y a certainement des appréhensions
quant à l'intégration du solaire photovoltaïque dans le réseau. Mais tout ça, ce sont des arguments vieux. S'il y avait des problèmes d'intégration au réseau, on n'aurait pas en Allemagne, dans un pays où le taux d'ensoleillement est la moitié du Sénégal, 1 million d'installations solaires photovoltaïques connectées au réseau. Il y a une puissance installée aujourd'hui en Allemagne de plus de 40 gigawatts, n'est-ce pas? Donc, s'il y avait des problèmes technologiques, ils sont déjà connus. Et nous avons la science, nous avons la recherche, nous avons les méthodes pour trouver des solutions à ça. Il n'y a pas d'électricité sénégalaise, il n'y a pas d'électricité africaine, il y a de l'électricité, il y a des systèmes d'intégration au Japon, en Afrique du Sud. Aujourd'hui en Afrique, l'Afrique du Sud est le plus grand marché du solaire photovoltaïque. Au Ghana, il y a des installations. En Mauritanie, il y a une installation de 15 MW qui a été installée par Master City. 15 MW. Aujourd'hui au Sénégal, on a une puissance totale du solaire photovoltaïque qui ne fait même pas l'ordre de 2 MW. Et ça, ce sont des Solar Home Systems. Donc, si on voit ce qui se passe ici au Sénégal, vous tapez sur Internet, professeur Djibril Fall, énergie solaire, faculté des sciences. Vous tombez sur un article du professeur Djibril Fall qui parlait de l'énergie solaire au Sénégal en 1957. On parle, on n'agit pas. La technologie est mûre, les modèles technologiques sont mûrs, les modèles financiers sont mûrs. Il s'agit maintenant d'installer des systèmes pilotes, de voir comment ils réagissent, de corriger, d'impliquer les instituts de recherche, d'impliquer les lycées techniques et de répliquer ces systèmes. Ce n'est plus une question voulons-nous ou ne voulons-nous pas, mais c'est une question de faire. Mais vous êtes installé en Allemagne. L'Allemagne est connue comme étant un pays qui a une bonne expérience dans l'énergie photovoltaïque et solaire. Comment en Allemagne, on est arrivé à régler cette question de l'énergie solaire, de son intégration? Cette question a été prise en main par la société. Ce ne sont pas les gouvernants qui, par une vision miraculeuse, ont dit que nous allons vers le solaire. C'est vers les années 80-90 que le mouvement vert en Allemagne a posé au centre des questions vitales de la société la question énergétique. Comment passer d'un modèle énergétique fossile vers un modèle énergétique plus adapté, plus cohérent, plus sauveur de vie et créatrice de vie. Et avec ce mouvement, il y a eu en Allemagne ce qu'ils ont appelé, ils commencent toujours petit en général, ils ont commencé par ce qu'ils appellent 1000 déchets programme. Donc ils ont dit on prend 1000 toits, on installe sur ces toits des systèmes. Et à partir de ce 1000 déchets programme, c'est créé une industrie. La compagnie où je travaille a été créée par 3 personnes qui sont sorties de l'université. C'était durant ces années. Ils ont commencé par le système éolien. Avec ce 1000 déchets programme, ils ont orienté leur activité vers le solaire photovoltaïque. De 3 personnes, cette entreprise a aujourd'hui 5000 personnes dans 22 pays avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Donc, ce petit mouvement, 1000 toits, a engrangé une activité économique. On est parti de 1000 toits. On a installé, on a appris comment ça fonctionne l'intégration au réseau. Ce n'est plus isolé, c'est l'intégration au réseau. Les instituts de recherche, les entreprises sont engouffrées. Ils ont évalué
Et après évaluation, ils ont créé une loi qui permettait, c'était vers les années 2000, qui permettait à chacun d'être producteur d'électricité, de produire, de vendre à un prix qui est garanti sur 20 ans, donc qui permet à quelqu'un de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Cette loi, c'était la première dans le monde, elle est existante aujourd'hui dans plus de 100 pays. Et nous pouvons nous inspirer de ça. Nous pouvons dire aujourd'hui, nous installons dans le résidentiel 1000 toits avec du solaire. Au bout de 6 mois, au bout d'1 an, nous évaluons. Nous corrigeons ce qui ne fonctionne pas, nous adaptons ce qui est nécessaire et nous passons à l'étape suivante. Ce qui n'est plus possible, c'est l'attentisme. Il n'y a plus à chercher qui n'est pas encore trouvé. Mais quand on veut installer aujourd'hui de l'énergie solaire dans une famille lambda sénégalaise, les moyens ne sont pas là. On dit que les familles n'ont pas les moyens d'avoir accès à la technologie. J'ai passé 14 jours au Sénégal. Si je vois ce que les gens achètent, chacun a 5 portables. Il y a des gens qui ont 3 voitures dans leur garage. Il y a de très belles villas, n'est-ce pas? C'est bien. Cela montre qu'il y a une classe moyenne, aisée qui se forme. Donc il y a un pouvoir d'achat. Cette classe moyenne peut investir dans le solaire, devenir le levier d'une production démocratisée. N'est-ce pas? Il suffit que l'État applique une loi qui a été déjà votée à l'Assemblée nationale en 2010. Je pense que les décrets d'application sont actuellement en cours. Il s'agit maintenant de voir sur quel tarif vendre l'électricité. Mais il s'agit, 2010 et maintenant, ça fait 4 ans. Le monde va à une vitesse grand V. À une vitesse de tortue, nous resterons cloisonnés à l'état où nous sommes. On ne peut pas prendre 4 ans pour mettre en place une loi, surtout sur des choses qui ont été élaborées dans d'autres cieux. Donc, si nous voulons être compétitifs dans le monde, il faut avoir une vitesse d'exécution beaucoup plus rapide. Mais il y a 4 ans que la loi a été votée à l'Assemblée nationale, elle n'est pas encore promulguée. Mais il y a des enjeux derrière. Au Sénégal, vous savez, il y a de grands majors qui sont dans l'industrie lourde, dans ce qu'on appelle l'importation de fuel. Il y a des grands, quelqu'un qui travaille derrière tout ça. C'est des lobbies qui sont très puissants peut-être, dont l'État peut-être dépend. Il y a les taxes aussi derrière tout cela. Il y a tout ça, il y a des gens qui vivent de ça, il y a des gens qui veulent pérenniser ça. Mais il y a beaucoup plus grand que ça. C'est la question de ce que nous voulons être, de ce que doit être ce pays, de ce que nos enfants qui sont à Kédougou, qui sont à Horéfondé, que doivent-ils devenir? Doivent-ils devenir des prisonniers de ces lobbies ou doivent-ils être des acteurs du développement? Et pour être des acteurs du développement, ils doivent avoir accès à l'électricité. Ces lobbies, ils peuvent être mis à part que si la société s'approprie les vraies questions de notre développement. S'il y a une société civile réelle, verte, qui pousse ceux qui ont besoin d'électorat à prendre les bonnes décisions. Parce que les politiques, ils réagissent quand l'électorat est en jeu. Il faut derrière des gens qui poussent les politiques à prendre les bonnes décisions. Donc une société civile verte. Mais je pense aussi qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut aussi une société civile technologique. Les ingénieurs, nous en général, nous sommes souvent en retrait de l'espace sociétal.
il faut aussi que les ingénieurs sénégalais s'impliquent beaucoup plus, de façon structurée, de façon organisée, pour poser les vraies questions. Pas une multitude de questions, mais les 3 ou 4 questions essentielles sur lesquelles il faut travailler de façon endurante, qu'il faut travailler à fond pour sortir les solutions, les mettre en test, les piloter, parce que ne pas attendre qu'on connaisse des concepts à 100%. Mais ça, pour l'implanter dans des pays comme chez nous, il faudrait une société civile forte, comme vous l'avez dit. Il faudrait que les verts, comme on dit, soient assez forts. Mais dans nos pays, ici au Sénégal, quand on parle d'écologie, quand on parle un peu de l'énergie renouvelable à beaucoup de Sénégalais, pour eux, c'est peut-être un peu de charabia. Hein? Mais il n'y a pas de conscience. Voilà, il n'y a pas de conscience, mais aussi c'est aussi dangereux. Il y a des gens conscients, parce que j'ai été à Matam pour me recueillir sur la tombe de mon grand-père. Je suis passé par Ndande et j'ai vu Ndande ville propre. Donc il y a là-bas des gens, comme vous, qui ont la conscience qu'on doit faire de cette ville une ville propre. Vous voyez d'autres villes, à l'entrée c'est des poubelles, à la sortie c'est des poubelles, n'est-ce pas? Et il est temps que les gens qui pensent être les penseurs de la société pensent pour les vraies questions, n'est-ce pas? Et les vraies questions, ce sont les questions qui sont relatives à la vie, au cadre de la vie. Quand on parle de réchauffement climatique, ce ne sont pas des questions théoriques. Je suis originaire du Fouta. J'ai vu des lapins, j'ai vu des biches. Le soir, j'entendais les crapauds. Il y avait des forêts. Actuellement, tout est jaune. Cette verdure, cette vie, où est-ce qu'elle est passée? Elle est passée par là où sont passées les décisions qui nous amènent aujourd'hui à être dépendants du fossile, à être dépendants du diesel, à être dépendants du charbon. Et c'est une question extrêmement dangereuse aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, poussé par une question de prix, d'opter pour des centrales à charbon. Et le gouvernement veut construire une centrale à charbon à Sendou, en disant que c'est une peut-être matière ou bien une énergie pas trop chère. Pas trop chère quand on voit à court terme. À court terme. Quand on voit les coûts des systèmes d'énergie, il faut regarder sur ce que l'on appelle levelized cost of energy. C'est-à-dire qu'il faut voir les coûts sur 20 ans, il faut voir les coûts d'investissement, il faut voir les coûts d'installation, il faut voir les coûts de financement, il faut voir les coûts de maintenance, il faut voir aussi les coûts de la mort de l'installation, n'est-ce pas? Il faut aller après. Si c'est le nucléaire, il faut voir, il faut démonter tout ça. Maintenant, quand vous prenez tout ça, vous revenez à des prix qui ne sont pas compétitifs, n'est-ce pas? Et quand vous prenez une centrale solaire, vous pouvez l'installer là où vous en avez besoin. Si l'option de partir sur le gaz, qu'on n'a pas, l'option de partir sur le charbon, qu'on n'a pas, je ne sais pas où est-ce qu'on va prendre le charbon, en Afrique du Sud. Mais comment prendre le charbon en Afrique du Sud, là où l'Afrique du Sud aujourd'hui est le premier pays au monde, en Afrique, avec une puissance, avec des lois cohérentes pour promouvoir le solaire photovoltaïque. C'est le premier marché aujourd'hui, en dehors de la Chine et du Japon, du solaire photovoltaïque dans le monde actuellement, cette année. Donc ces gens-là, ils installent chez eux les renouvelables. Nous, on va chez eux pour acheter du charbon. Ça ne passe pas, n'est-ce pas? Et si on parle de prix, c'est à court terme. Si vous installez une centrale à charbon, vous installez quelque part, elle va vous mettre la fumée. Cette fumée, elle va revenir. Ça va rendre les gens malades. Il faudra investir dans le système de santé. Ce sont des coûts additionnels qu'il faut voir.
Deuxièmement, ça va perpétuer la désertification, la perte de la vie dont j'ai parlé. Et sur le coup, vous avez une production centralisée où il faut transporter l'électricité. Il faut investir dans le réseau de distribution. Or, le réseau existant, il est vétuste. Alors, si vous investissez, il faut que quelqu'un paye. Et si quelqu'un paye, ça va se répercuter sur le prix. Donc, je ne vois pas. Je suis humble, mais je peux un peu réfléchir. Mais je n'ai pas encore vu, ou bien quelqu'un ne m'a pas encore expliqué de façon claire, comment on arrivera à être compétitif en allant vers cette voie. Mais le Sénégal est dans ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation. L'Allemagne est connue comme étant un pays qui a une expérience énorme sur la décentralisation. Est-ce que vous pensez que l'énergie solaire aurait pu accompagner cette décentralisation en installant des petites centrales dans chaque village? Vous me voyez sourire parce que vous allez vraiment au fond de la question. Et c'est ça. C'est ça la démocratisation de la production et de la consommation de l'électricité. Vous pouvez installer, vous pouvez rendre une commune comme Hayralau, comme Gossas, de façon indépendante. Elle peut avoir son réseau de production électrique avec un mix nécessaire. Ça peut être du diesel, ça peut être du solaire, mais Gossas peut produire son électricité et vendre ça à ses citoyens. Le surplus, ils peuvent le vendre au village d'à côté. Donc c'est sur ça qu'il faut. C'est pourquoi je parlais tantôt, partir du modèle centralisé vers un modèle décentralisé. Et quand vous avez le modèle décentralisé, vous avez des unités de production décentralisées qu'il faut synchroniser, qu'il faut relier, et vous avez un réseau. Et ça va nous permettre, et c'est là aussi une chance, de sauter cette époque fossile qu'il y a eu en Europe ou dans les pays industriels pour aller directement vers le modèle décentralisé. Nous le voyons en Afrique avec les télécommunications aujourd'hui. Hein? L'accès, la diffusion est beaucoup plus rapide, les réseaux sont là. Et si on va encore beaucoup plus loin, on peut intégrer ces réseaux avec des réseaux de distribution qui intègrent l'électromobilité. L'électromobilité du futur. Nous sommes un pays en croissance, donc les infrastructures qu'on est en train de construire, routières, elles doivent transporter les choses. Il y aura des voitures. Nous aurons en 2030 beaucoup de voitures. Il faut que ces voitures qui vont consommer beaucoup d'énergie soient aussi des voitures qui sont adaptées à l'environnement. Donc on peut aussi imaginer des réseaux de stations, pas de pompage électrique, mais des stations électriques. Donc intégrer ça. Maintenant c'est ça la vision, c'est voir ça, dire ok, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans nos universités, dans nos écoles techniques pour engranger ça. Maintenant, vous ne pouvez pas engranger ça si vous prenez par exemple des volontaires de l'éducation qui enseignent à Matam. Mais c'est justement c'est là la grosse question aujourd'hui. Cette technologie voltaïque, elle n'est pas fabriquée en Afrique, elle est fabriquée ailleurs. Dans nos écoles de formation aujourd'hui, elle n'est pas présente. Si on l'importe, il faut la maintenir. La maintenance, il faut qu'il y ait des gens pour fabriquer les pièces détachées et tout. L'Allemagne est connue aussi comme étant un pays, un champion de la formation professionnelle. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui un palier pour cette formation, ce genre de nouvelles technologies en Afrique et au Sénégal? Oui, oui. Il y a dans ce pays des gens assez compétents. Il faut leur donner l'accès à la bonne information et à la formation. Il faut se focaliser sur ça et prendre, parce que les composants on peut les acheter, mais c'est l'intégration des systèmes où là on a besoin d'intelligence, nous avons ça sur place et nous pouvons le faire.
Et là, la question centrale, c'est aussi la formation. La formation, la création des compétences, surtout pour les systèmes de maintenance. Nous sommes dans un pays où la maintenance n'est pas tellement bien vue. Hein? On ne répare pas des choses qui fonctionnent. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Donc, si on fait de notre pays un pôle de compétences, non seulement de fabrication de composants, mais de systèmes, d'intégration de systèmes, de création, de développement de systèmes, de maintenance de systèmes, on peut être, pour l'Afrique de l'Ouest, un centre de compétences. Mais ça, on en a pensé. Il y a des gens, j'ai parlé du professeur Djibril Fall, qui faisait des études de 1957. Aujourd'hui, la situation est telle qu'au Mali, il y a des installations, il y a des projets qui sont en train de réaliser. Au Burkina Faso, de même. Au Ghana, de même. J'ai parlé de la Mauritanie avec les 15 MW. En Afrique du Sud, au Rwanda. Et il y a des projets, beaucoup de projets au Sénégal, mais je n'ai pas encore vu des réalisations. Et c'est là où il faut mettre le paquet. Dans la formation non pas universitaire, ce que les Allemands font, et là c'est leur force, c'est que quand vous avez 16 ans, vous avez le choix d'aller à l'université. Ma fille, elle va à l'université, mais aussi elle peut apprendre un métier. Et ce n'est pas pour un garçon ou une fille de 16 ans, apprendre un métier n'est pas une défaite. Elle va apprendre un métier, elle se spécialise dans son métier. Elle le fait bien, de sorte qu'elle puisse être compétitive. Elle réfléchit, parce que quand on se spécialise, on réfléchit, on devient pointu, on améliore pas à pas, jusqu'à ce qu'on devienne vraiment expert. Et c'est la force de ce qu'on peut tirer de l'Allemagne, c'est qu'ils sont spécialisés. Il y a une multitude de petites entreprises qui se spécialisent dans ce qu'elles font et sont leaders dans ce qu'elles font, n'est-ce pas? Et c'est ça la clé. C'est la clé, c'est la formation pointue. Il faut qu'on aille au fond des choses, il faut les faire bien. C'est comme au football. Vous prenez un défenseur, vous le mettez en attaque, peut-être par chance il marquera un but, mais vous n'allez pas gagner le championnat avec un défenseur comme attaquant. Mais le problème qui se pose entre le Sénégal et l'Allemagne, c'est la barrière de la langue qui fait qu'aujourd'hui les Sénégalais sont plus orientés vers la France, vers d'autres pays où le langage est beaucoup plus accessible pour les Sénégalais. La barrière, la langue est une barrière, c'est vrai. Une autre barrière aussi, c'est une certaine compatibilité d'humeur, j'appellerais ça comme ça. Je pense que les Allemands, ils fonctionnent structurés, ordonnés, si on met les schémas classiques. Et au Sénégal, nous fonctionnons aussi à 80% informel et à 20% structuré, pour mettre un peu une caricature. Et ça se voit aussi au niveau des Sénégalais qui sont en Allemagne. Il y en a qui viennent pour transposer leur modèle de fonctionnement informel, faire du bana-bana, chercher à droite et à gauche, de l'identi khalis, ça ne fonctionne pas. Hein? Donc ils remarquent que ça ne fonctionne pas et ils vont là où ça peut fonctionner. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus endurants, qui aiment le challenge, qui sont africains et qui veulent aussi, en tant qu'Africains, s'épanouir dans un environnement très demandant et être au devant. Mais qu'est-ce qui explique justement que la diaspora sénégalaise qui est en Allemagne est moins visible que les autres diasporas? Par exemple, par rapport à la France, par rapport aux États-Unis, il y a une timidité
entre guillemets, des Sénégalais qui sont en Allemagne? C'est dû à quoi? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas une réponse, mais j'essaierai de trouver, de vous donner une réponse. Et c'est ma perception, hein, c'est sûr. Il y a plusieurs groupes. Il y a ceux qui sont dans l'informel, il y a ceux qui sont dans les entreprises, dans les gros cadres, et chacun est dans son côté, n'est-ce pas? C'est pas mal. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Et en général, les ingénieurs sont souvent en retrait. C'est mon approche. Mais ce que nous avons vu, et là je viens parler de l'association Saint Germany que nous avons créée, dont je suis membre fondateur, le président Aliou Dieng, qui est aussi ici au Sénégal, et 10 autres amis, principalement des cadres. Nous avons réfléchi, ok, nous avons vu que les relations entre le Sénégal et l'Allemagne sur le plan économique sont à améliorer. Qui doit les améliorer? Qui? Au départ, nous rencontrions en famille pour que nos enfants se connaissent, mais on a dit ok, on fait de la bolotte, on pense, on dit, mais ça ne nous amène pas quelque part. Donc, nous avons pensé qu'il faut que chacun, dans son champ de compétences, puisse s'organiser de façon structurée et dire qu'est-ce qu'il faut pour le pays. Quelles sont les questions centrales pour le développement du pays? Quelles sont les forces du système allemand que nous pouvons analyser, en tirer les bénéfices pour notre pays? Et nous avons dit que nous allons nous concentrer sur le secteur de l'énergie, sur le secteur de la formation duale, sur le secteur de l'agriculture et sur le secteur des technologies de l'information et de la communication pour voir notre domaine de compétences et pour rendre ça visible. Et commencer par nous-mêmes, n'est-ce pas? Et travailler là-dessus. Et il faut aussi agir par l'exemple. Donc nous avons dit que nous allons le faire et essayer de diffuser, de parler avec les autorités, de parler surtout avec des entreprises sénégalaises. Parce que c'est là aussi notre approche. Ne pas trop se focaliser sur... On ne peut pas ignorer les politiques. Mais le levier qui va faire ce pays, c'est le levier entreprenant. Et c'est avec ces Sénégalaises et ces Sénégalais qui veulent transformer ce pays que nous voulons travailler, que nous voulons approcher, voir comment permettre un dialogue, un échange, une coopération. Justement, l'Allemagne a fondé son économie aujourd'hui en Europe sur les PME et les PMI. Au Sénégal, on a constaté que les PME et les PMI ont un taux de mortalité extraordinaire. Ils ont besoin d'encadrement, de formation et même de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, les cibles, le ciblage de leurs activités. Est-ce que justement dans ce cadre-là, il y a un travail qui est fait pour accompagner les PME et les PMI sénégalais d'être performantes à travers le monde? Est-ce qu'il y a des mesures ici au pays ou est-ce que... Est-ce que vous, votre association, travaillez autour de ça? Nous travaillons autour de ça parce que aussi nous voyons que... Personnellement, nous avons organisé un forum le 8 novembre à Düsseldorf où nous avons invité des entreprises sénégalaises. Et nous avons accueilli nos compatriotes avec fierté. Et nous avons vu des entreprises... Je donne l'exemple de M. Jay qui était en France, qui est retourné à Richatol pour cultiver le riz. Donc, pour lui, son problème, c'était l'accès aux matériaux, au matériel agricole de qualité, n'est-ce pas? Et aussi à la formation. Donc ce que nous voulons, c'est de le mettre en phase avec des entreprises allemandes qui produisent ces matériaux, qui ont l'expérience de suivi de son domaine, et de faire la jonction.
n'est-ce pas, lui permettre d'accéder à cette information. Et il est intelligent assez pour adapter ça. Parce que ce que nous ne voulons pas, c'est une Afrique qui ne fait que demander, n'est-ce pas? Nous avons l'intelligence ici de penser par nous-mêmes, de trouver les solutions qui sont bonnes, n'est-ce pas? Et c'est sur ça que nous travaillons. Bon, nous commençons. Oui, mais la particularité des entreprises allemandes, ce sont la plupart des entreprises familiales. Quand on regarde les grosses voitures faites en Allemagne, je ne vais pas faire de la publicité, c'est des familles qui ont démarré ça, qui sont données, qui ont élargi. Au Sénégal, ce n'est pas souvent le cas. Ouais. Ici, actuellement, je pense que le tissu industriel, je n'ai pas une visibilité là-dessus. J'ai l'impression que tout le monde pense que c'est l'État qui doit employer les gens. La formation, il faut... Et là, maintenant, on revient. L'État doit mettre les conditions. L'État doit mettre les conditions. Et il y a une aussi barrière qui est importante, c'est l'accès à l'énergie. Vous pouvez aussi créer une entreprise au Fouta, où vous valorisez ce qui est sur place. J'ai vu beaucoup de paysans produire des tomates qui pourrissent. Dans le Jolof, des gens qui produisent beaucoup de lait, qu'ils déversent, n'est-ce pas? À partir de ça, il peut y avoir des entreprises familiales. Mais ces entreprises ont besoin d'énergie. Donc si vous permettez à quelqu'un qui a par exemple une ferme où il produit du lait pendant l'hivernage, s'il a la possibilité de faire du fromage avec, n'est-ce pas, hein? Ou s'il a la possibilité de faire du savon avec le Nîmes, hein? S'il a la possibilité de vendre ce qu'il produit, vous créez une petite entreprise. Maintenant, pour que cette entreprise marche, il faut que cette entreprise ait accès à la finance, ce n'est pas encore un problème, mais surtout à l'énergie. Il faut que cette énergie-là soit à bon marché. Si cette entreprise-là a besoin d'énergie et qu'elle paye son énergie à prix du prix du diesel, elle va péricliter au bout de 8 mois, au bout de 10 mois. Donc, c'est pas... Mais si vous créez des systèmes énergétiques qui permettent à cette petite entreprise de gagner du revenu, n'est-ce pas? Et si elle gagne du revenu, elle devient compétitive. Elle a accès à la santé, elle a accès à l'éducation. Donc, la productivité va augmenter. Donc, elle peut atteindre un niveau de compétitivité qui n'est pas seulement intérieur, mais aussi sous-régional et mondial, n'est-ce pas? Donc, ces petites entreprises, c'est pourquoi je disais au départ que le réseau central, c'est le réseau des énergies. Hein? C'est le réseau des énergies que si nous ne créons pas ces solutions, ces petites entreprises-là, elles vont péricliter. Elles vont péricliter. Aujourd'hui, le prix du kilowattheure au Sénégal, je l'ai vu, il est de 156 francs CFA. Les entreprises sénégalaises, les petites, elles ne peuvent pas se payer ça à long terme. Donc, les bénéfices que les gens gagnent sont dévorés par le coût des facteurs de production. Et l'un des coûts des facteurs de production est l'énergie. Si l'énergie n'est pas à bon marché, les gens ne seront pas compétitifs. S'ils ne sont pas compétitifs, ils ne peuvent pas employer des gens. S'ils ne peuvent pas employer des gens, vous aurez des jeunes partout chômeurs. Si les gens sont des chômeurs, vous aurez toutes ces maisons embricadées dans des grillages où chacun vit dans sa propre prison. Ce n'est pas l'Afrique dont nous voulons, n'est-ce pas? Donc ce sont les vraies questions. Ce sont les vraies questions. Ce ne sont pas ces questions de je ne sais pas quoi. Il y a des questions centrales. Il faut les isoler. Mais il y a aussi une question qui préoccupe beaucoup de Sénégalais qui sont en Allemagne. C'est la question de la double nationalité. Ils ont posé le débat, ils veulent venir investir au Sénégal. Mais là, ils sont dans une situation où ils ont perdu la nationalité sénégalaise, ils sont devenus allemands. S'ils veulent venir au Sénégal, il leur faut des visas. Et leurs enfants ne peuvent plus venir. C'est une question cruciale, ça, pour ces gens. Je sais que c'est une question qui semble être au devant des préoccupations. Elle est réelle, mais elle est beaucoup plus émotionnelle
que créer. Je pense que si quelqu'un choisit la nationalité allemande, il peut aussi, en tant que Sénégalais de souche, investir au Sénégal. N'est-ce pas? Les Français investissent ici, les Libanais investissent ici. Ce n'est pas le passeport qui est important. Je pense que sur le plan émotionnel, ça a un cachet émotionnel important d'être né à Gossas, un Ndiaye, et de demander le visa. Bon, on peut dire que c'est son choix, n'est-ce pas? Mais aussi, il faut voir, est-ce que la société sénégalaise, est-ce que le gouvernement sénégalais ne perd pas quelque chose là-dedans? Si le gouvernement sénégalais y perd, il a intérêt à sécuriser ses intérêts, donc à adapter les lois qui ne lui permettent pas de perdre quelque chose. Il y a des pays qui permettent ça, le Sénégal peut le faire. Pour ce qui est du visa, il y a la possibilité, et j'ai un ami, Sidi Diop, qui a écrit au ministre Patesek une lettre concernant ces domaines, qui n'a pas encore eu de réponse. J'espère qu'il y aura une réponse, avec une proposition qui consistait à dire qu'on peut donner un visa de 10 ans à ce groupe de personnes qui est facilement identifiable. Bon, le reste, il suffit maintenant au gouvernement de Sénégalais de voir comment il veut sécuriser ses ressortissants et ses enfants qui vivent à l'étranger. Voilà, merci infiniment à Souleymane Niang. Souleymane Niang, c'est le vice-président exécutif de SMA, Solar Technologies, spécialisée en énergie solaire et photovoltaïque, une société qui est installée en Allemagne. Nous parlions avec lui de l'importance de l'énergie photovoltaïque et solaire pour nos pays qui n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter des fuels, et aussi de l'intérêt que cette énergie pourrait avoir pour notre pays. Merci à tous ceux qui nous suivent à l'extérieur du Sénégal, la diaspora, ceux qui sont en Allemagne, en France, aux États-Unis et un peu partout en Afrique qui suivent cette émission des questions directes. Merci aussi à nos compatriotes sénégalais de nous avoir suivis. Merci, au revoir.